Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des champions. J'espère que nous nous portons tous bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir une notion dont l'importance n'est plus à démontrer pour la suite de votre cursus en mathématiques. Il s'agit en l'occurrence de la notion de suite numérique. Pour mener à bien la compréhension de cette notion, je vous ai établi l'ordre du jour suivant. Nous allons commencer par faire un feedback et voir comment est-ce que dans l'histoire, on a posé les briques de base de cette notion-là. Par la suite, je vais définir la notion de suite numérique et par après, je vais donner une analogie entre la notion de suite et de fonction. Et avant que nous nous séparons, je vais vous donner les deux manières possibles de définir une suite numérique. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus. Bien, contexte historique. Archimède donne naissance sans le savoir à la notion de suite numérique. Archimède est un grand mathématicien qui est né à Syracuse vers 287 avant Jésus-Christ et est mort dans cette même ville en 212 avant Jésus-Christ. Son idée était d'encadrer le périmètre du cercle des rayons 1,5 par deux polygones réguliers possédant un nombre de côtés de plus en plus grand, dont l'un inscrit et l'autre circonscrit. Voici une petite illustration de ce que Archimède faisait. On le voit là. Lorsque n vaut 3, le polygone régulier c'est tout simplement le triangle équilatéral. On voit bien qu'il a construit, il a encadré le cercle de rayon 1,5 par un triangle équilatéral, l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Il a fait de même avec le carré, il a fait de même le pentagone pour n égale à 5, l'hexagone pour n égale à 6. En fait, le cercle de rayon 1,5 ayant périmètre pi, Archimède cherchait ainsi à trouver une approximation du nombre pi. Ainsi, il a fait à la main des calculs pour un nombre de côtés égal à 96, je vous assure. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir déjà que Archimède a pu établir une correspondance entre le nombre de côtés du polygone régulier et les périmètres des différents polygones à chaque fois. Il a ainsi construit une correspondance entre l'ensemble grand N privé de 0, 1, 2, si on peut ainsi le dire, vers l'ensemble R. Quelques décennies de siècles plus tard, un autre mathématicien italien, cette fois-ci Leonardo Bonassi, autant pour moi, connu sous le nom de Fibonacci, pose le problème suivant. Combien de couples de lapins obtiendrons-nous à la fin de l'année si commençant avec un couple, chacun des couples produisait chaque mois un nouveau couple, lequel deviendrait productif au second mois de son existence? Par le problème que Fibonacci pose. Essayons de simuler un peu cela sur une année et puis nous verrons de quoi il en ressort. Donc, en janvier, nous nous retrouvons avec un couple. D'après ce qu'il dit, ce couple deviendrait productif à partir du mois suivant, c'est-à-dire en février. Autrement dit, en février, on reste avec le même couple. À présent, ce couple est mature et peut être productif. Donc, en mars, on va donc se retrouver avec l'ancien couple qui a donné naissance à un nouveau couple. On aura désormais deux couples de lapins. Les deux nouveaux couples de lapins, parmi les deux nouveaux couples de lapins, on a un seul qui est productif. Ce qui fait qu'en mars, en avril, autant pour moi, on aura nos deux anciens couples de lapins, plus le nouveau couple de lapins, ce qui nous donne droit à trois couples de lapins. Les trois nouveaux couples de lapins seront productifs au mois suivant, c'est-à-dire pas en mai, mais plutôt en juin. Donc, ce qui nous permet de dire en mai, on aura donc trois couples, plus les deux couples précédents qu'on avait. On a 5 couples de lapins désormais. En réitérant le processus, on s'en rend compte que on a 8 couples de lapins en juin. Ainsi de suite, on aura donc 13 couples de lapins en juillet. En appliquant le même principe, les 13 couples de lapins qu'on a eu, plus les 8 couples qui existaient déjà, on aura désormais 21 couples de lapins. Par la suite, en septembre, on se retrouve à 34 couples de lapins. En octobre, 55 couples de lapins. En novembre, 89 couples de lapins, en réitérant bien sûr le processus. Donc les 55 couples de lapins qu'on a eu en octobre seront productifs le mois suivant. Ce qui nous donne donc ainsi en décembre 144 couples de lapins.
Le poème ainsi vu a l'air de rien, mais je vous assure, il y a toute une grande histoire derrière la suite de Fibonacci. On parle même du nombre d'or, c'est tellement utilisé dans la finance. Bref, faites vos recherches, vous verrez la magie de ce poème qui a l'air très banal initialement. Donc, ces réponses constituent les nombres d'une suite appelée suite de Fibonacci. Donc, chaque terme à partir du troisième est la somme des deux précédents. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le fait que Fibonacci a pu ainsi établir déjà une correspondance entre l'ensemble n. Si ici on décide d'indexer par exemple chaque mois par son numéro, janvier par 1 par exemple, février par 2, on va voir qu'en janvier, on a eu le premier mois, on a eu 1, le deuxième mois, on a eu 1, le troisième mois, on a eu 1. On établit, on a eu 2 autant pour moi, le quatrième mois qui est arrivé, on a eu 3, et le 12e mois qui est l'exemple, on a eu 144 courbes. Donc, on établit ainsi une correspondance entre l'ensemble grand N et l'ensemble des entiers naturels. Donc, on arrive une fois de suite à construire une fonction de ce type-là. Poursuivons donc avec la définition de la notion de suite. Une suite numérique n'est rien d'autre qu'une fonction dont l'ensemble de départ est l'ensemble grand N ou un sous-ensemble de grand N. Et l'ensemble d'arrivée est tout simplement R qui est l'ensemble des nombres réels. Donc, de façon générale, on va noter une suite U. On peut donc, à ce stade, s'y retenir que une suite numérique est une correspondance entre n, ou alors est une fonction, si vous voulez, entre n et un sous-ensemble de n à valeur d'un ensemble grand R. Rappelons pour ceux qui l'ont oublié qu'une fonction n'est rien d'autre qu'une correspondance entre un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée, tel que chaque élément de l'ensemble de départ possède au plus un élément dans l'ensemble d'arrivée. Donc voilà donc ainsi définie une suite numérique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une fonction définie entre l'ensemble des entiers naturels ou un sous-ensemble des entiers naturels de l'ensemble des nombres réels. Poursuivons donc avec un autre point, l'analogie entre la notion de suite et de fonction. Les gars, soyez concentrés, il faut vraiment bien saisir ce qui va se passer ici. On a d'un côté les fonctions et de l'autre côté les suites numériques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre un exemple pour que ça soit beaucoup plus digeste. Je prends f, la fonction définie de r vers r qui a tout x associé f de x égale à 2x plus 1. Donc, on prend ce polynôme-là de degré 1. À côté, je vais définir la même fonction. Cette fois-ci, je vais changer l'ensemble de départ et je vais considérer plutôt grand N. Il va de soi que l'ensemble de définition de f, c'est R, car c'est une fonction polynôme. Ici, comme ensemble de définition, ce sera grand N, l'ensemble de départ. Tous ces éléments-là auront une correspondance à l'ensemble d'arrivée. Donc, ici, on aura donc l'ensemble de définition. Et là-bas, on voit que pour une suite numérique, l'ensemble d'études, ça sera généralement grand N. Si on me demande de calculer l'image de 0 plus que 0 à partir de f de 0 nous donnera tout simplement 2 fois 0 plus 1 qui est 1. Ici, U de 0, pareil, on a le même résultat 1. Mais cette fois-ci, le vocabulaire va un tout petit peu changer. L'image, on va dire 1 est l'image de 0 par f. Par contre, pour les suites, on dira tout ce vocabulaire si on dira que 1 est le terme de rang 0. Si je calcule f de 10, j'obtiens 21. Je calcule U de 10, j'obtiens 21. Comme langage, on va dire l'image de 10 par f est 21. En ce qui concerne les suites, on dira plutôt 21 est le terme de rang 10. Ainsi de suite. Continuons donc. Si on s'amuse par exemple à calculer f de 1,5, on trouve 2. Par contre, on ne pourra pas calculer U de 1,5 car 1,5 n'est pas un entier naturel. J'espère que vous voyez un peu les petites subtilités qui se dessinent entre les deux notions. Donc, l'image de 1,5 par f est tout simplement 2, c'est ce qu'on dira. Maintenant, par convention, les mathématiciens ont adopté un certain nombre de notations que je vais vous présenter maintenant. Donc, lorsqu'on calcule U de 0, comme on l'a fait précédemment,
on va noter cela plutôt U indice 0. Donc, on va appeler ça U0. Et on parlera du terme de rang 0, au premier terme de notre suite. Pour U10, on notera pareil U indice 10. Et on parlera plutôt du terme de rang 10 ou 11e terme de notre suite. Rappelons-nous, partant de U0, si U0 est le premier terme, forcément U10 va décaler. On va se retrouver avec U10 comme le 11e terme et non le 10e terme. J'attire à votre attention sur ces petites subtilités-là, puisque certains élèves tombent régulièrement dans ce piège-là. Donc, poursuivons. UN cette fois-ci, comme vous l'avez vu, on notera plutôt U indice N. Donc, vous voyez l'analogie. On va noter U indice N et cela, on va appeler terme de rang N ou terme général de notre suite. Bon, les amis, franchement, j'espère qu'on est ensemble et sachez que si vous avez compris cette analogie-ci, vous n'aurez moins de problèmes. Car il sera facile pour vous de comprendre que tout ce que vous avez vu dans le chapitre sur les fonctions sur la chaîne est valable également dans le chapitre concernant les suites numériques. Ok, avant qu'on ne poursuive, je vais faire cette petite différence ici entre UN et UN avec parenthèse. Les élèves ont souvent un gros problème de distinction entre ces deux quantités-là. Donc, UN avec les parenthèses est utilisé généralement pour désigner la suite en elle-même, la suite entièrement. On peut aussi dire que c'est le nom de la suite, comme pour les fonctions, vous avez F, vous avez G, vous avez H. Donc, on peut utiliser cela pour désigner une suite. UN avec parenthèse est généralement utilisé pour une suite définie sur l'ensemble grand N tout entier. Par contre, si on a E qui est un sous-ensemble de grand N, on utilisera plutôt la notation suivante. U de N avec N appartenant à grand N en indice. Donc, voilà un peu ce qu'on a lorsque vous verrez dans vos documents ou bien dans vos exercices U de N avec les parenthèses tout simplement. Maintenant, U de N avec N en indice, comme nous l'avons vu précédemment, désigne le terme de rang N ou le terme général de la suite UN avec parenthèse. J'espère qu'on est en face. Si vous captez tout ce que je suis en train de dire, je vous assure, vous aurez de très bonnes bases et parce que vous avez de très bonnes bases, ça sera moins compliqué pour vous. Deux manières de définir une suite numérique. Voyons ces deux manières-là. Considérons U de N une suite numérique. U de N peut être défini de deux manières possibles. Soit par une formule explicite, c'est-à-dire N intervient de façon explicite dans l'expression de notre suite, soit par une formule dite de récurrence. Voyons ce que chacune des définitions cache. Dans le premier cas, U de N va s'écrire comme F de N où F est une fonction numérique. Et dans le deuxième cas, on va nous donner un terme de la suite, ça s'appelle U0, U1, U5, ça va dépendre, et une relation entre au moins ces deux des termes de la suite. Ça peut être une relation entre UN plus 1 et UN, entre UN plus 1 et UN-1, ça va dépendre de comment est-ce qu'on a défini cette suite. Sinon, pour le moment, retenons qu'il y a deux manières possibles de définir une suite. Pour chacun des cas, on va voir un exemple pour se faire une idée réelle de ce qui se passe dans la pratique. Donc, exemple, pour tout n pris dans grand N, U de N égale à 2n plus 3 sur n plus 1. Donc, vous voyez que ici, N intervient de façon explicite dans l'expression, dans l'expression de la suite. Je peux m'amuser à calculer U de 100 000, U de 1 million, U de 50 000 facilement. Et dans l'autre cas, prenons un exemple pour voir de quoi il en ressort. On vous donne pour tout n pris dans grand N, U de 0 égale à moins 1 et U de n plus 1 égale à 2n moins 5. Vous voyez que dans ce cas de figure-ci, la suite, pour avoir l'un des termes, il faudrait connaître le précédent. Donc, pour connaître la valeur de U10, il faudrait qu'au préalable, j'ai calculé U9, U7, ainsi de suite. Donc, voilà en gros ce qu'il faut connaître pour avoir de bonnes bases en ce qui concerne les suites numériques. Je vous dis infiniment merci pour votre attention et je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui et de nous retrouver dans un autre épisode pour traiter
des suites numériques particulières, à l'instar des suites arithmétiques et des suites géométriques. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.